Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Emmanuel Trivin, le président de Butagaz. Le groupe fête ses 90 ans, fera le bilan de sa politique RSE et puis aussi de cette campagne d'encouragement au recyclage des bouteilles de gaz qui a été lancée le mois dernier. Dans le débat de ce Smart Impact, on explore les enjeux planétaires de l'accès à l'eau potable. C'est l'une des causes principales de la mortalité infantile, mais aussi des migrations climatiques. On prendra deux exemples d'entreprises françaises qui innovent dans ce domaine. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, c'est jeveuxaider.gouv, la plateforme publique du bénévolat qui lance une campagne de mobilisation pour l'écologie. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. Bonjour Emmanuel Trivin, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le président de Butagaz, fournisseur multi-énergie. Il faut le rappeler, il n'y a pas que les bouteilles de gaz. Non, absolument. Mais Butagaz, c'est effectivement une marque très connue, une des marques les plus connues dans le domaine de l'énergie, plus de 90 ans. Mais c'est aussi depuis plusieurs années un groupe qui se diversifie. Bien sûr, la bouteille et la citerne de gaz, donc le gaz dans les territoires, on y reviendra certainement, mais aussi le gaz dans les villes, le gaz de ville, le gaz naturel, l'électricité, les granulés de bois 100% renouvelables et dernièrement le photovoltaïque avec 3 acquisitions récentes dans ce domaine-là. Oui. Mais alors, les bouteilles de gaz, ça représente encore quel volume, quel pourcentage de votre chiffre d'affaires? Les bouteilles de gaz, c'est environ 20% du résultat et du chiffre d'affaires du groupe. C'est un produit de grande consommation, on l'ignore, mais encore un quart des ménages français utilisent des bouteilles de gaz pour leurs besoins quotidiens. Donc c'est important, souvent dans les territoires. Et Butagaz, c'est la marque emblématique de ce secteur-là. On a plus de 20 000 points de vente en France, donc proche des Français. Oui, c'est un vrai maillage territorial. C'est un vrai maillage territorial et c'est une dimension de service, c'est aussi une dimension d'innovation. On a lancé depuis quelques années des casiers 24/24 qui permettent d'acheter sa bouteille de gaz quand on le souhaite ou quand on en a besoin. Donc typiquement le barbecue qui tombe en panne de gaz le dimanche lors du déjeuner, on y répond avec des innovations. Oui, et il y a eu un regain de consommation autour de ce service avec la crise Covid. Vous l'avez senti, ça? Alors, il y a eu la crise Covid. Dernièrement, il y a la crise énergétique avec les préoccupations des Français sur des problématiques de continuité d'accès à l'énergie qui ont donné effectivement des phénomènes d'achat, je dirais, de panique quelque part d'un certain nombre de consommateurs qui ont stocké, on l'a vu sur d'autres catégories de produits. Ça a été aussi le cas sur les bouteilles de gaz, ce qui a engendré par ailleurs des contraintes, bien sûr, pour nous au niveau opérationnel pour répondre à cette demande. Est-ce que la campagne que vous avez lancée le 15 février dernier, campagne nationale de recyclage des bouteilles de gaz, elle est aussi liée à ça? C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux consommateurs, entre guillemets, et il faut faire un peu de pédagogie auprès d'eux, ou alors c'était un projet qui était lancé de Non, c'est quelque chose qu'on a mis en place régulièrement au cours de notre histoire, mais c'est quelque chose qui nous a semblé important de remettre, je dirais, sur le devant de la scène, dans le contexte dont on parlait, c'est-à-dire de surcroît de demande, et aussi dans un contexte où les consommateurs sont, comme nous tous, de plus en plus sensibles et conscients des problématiques d'utilisation rationnelle des produits. Et donc, très naturellement, de même que la bouteille de gaz est un produit sur lequel, historiquement, et depuis les débuts, il y a un système de consigne qui est en place, comme ça peut être le cas sur d'autres produits, eh bien, on a souhaité encourager le retour des bouteilles qui ne seraient pas utilisées. Il y en a beaucoup et ça a beaucoup marché. On est très content de ce résultat. Oui. Alors on va se concentrer maintenant sur vos actions en matière de RSE, responsabilité sociale, sociétale, environnementale des entreprises. Peut-être l'impact environnemental, ça démarre en général par un audit, une évaluation. Comment vous l'évaluez et comment vous le réduisez? On va rentrer ensuite dans le détail. Alors, nous, il y a 2 grands types d'impact qu'on considère. Il y a évidemment l'impact de nos activités, donc propres, je dirais, les scopes 1 et 2 pour être précis. Et donc pour ça, on fait appel à un cabinet tiers qui nous aide à expertiser et à mesurer. Ces scopes 1 et 2, on les a réduits de 20% entre aujourd'hui la période de référence qui est en 2020. On a encore 20% d'objectifs de réduction de ce scope à horizon 2025. Comment on fait? Il y a un certain nombre de mesures, soit de
changement d'énergie, soit d'efficacité énergétique qu'on a mis en place sur nos sites industriels, par exemple, ou pour nos activités de distribution. Donc ça, c'est un des aspects. L'autre aspect de notre empreinte, qui est un niveau plus stratégique, c'est l'empreinte carbone de nos clients. C'est le scope 3. C'est le scope 3. Et ben celui-là, de notre point de vue, cette réduction du scope 3, elle dépasse notre responsabilité sociétale. C'est une responsabilité stratégique qu'on a dans le contexte de la transition énergétique. C'est d'aider nos clients, que ce soit des clients particuliers ou des clients professionnels, plutôt des clients professionnels, à réduire eux-mêmes leur scope 1 et leur scope 2. Parce que notre scope 3, c'est le scope 1 et 2 de nos clients. Donc c'est comment on arrive à les accompagner. S'équiper au gaz, passer du fuel au gaz par exemple, à ce moment-là on réduit son impact carbone. C'est passer du fuel au gaz et on réduit effectivement son empreinte carbone et aussi ses émissions de particules par exemple. C'est aussi passer au gaz vert. Le gaz vert est un des axes de développement les plus importants pour notre activité gaz, qu'elle soit gaz de ville ou gaz dans les territoires. Et donc on a aujourd'hui, dans le domaine du gaz de ville, 12 sites de méthanisation qui sont nos partenaires, auprès desquels nous nous approvisionnons et nous aidons certains de nos clients qui sont intéressés à réduire leur scope 1 et 2 avec de l'accès à du gaz vert. Je parlais de photovoltaïque. Typiquement, le photovoltaïque, c'est un moyen de réduire non pas simplement ses émissions, mais aussi sa facture d'électricité en faisant de l'autoconsommation. Et c'est une des raisons pour lesquelles on s'est investi dans ce secteur. On y reviendra. Il y a quelques chiffres qu'on a trouvés sur le site de Butagaz, peut-être qu'ils sont un peu datés, mais vous me direz, moins 20% d'émissions de CO2 depuis 2018, moins 6% de consommation d'eau sur les sites industriels, moins 26% de déchets non dangereux sur les sites industriels. Par exemple, sur la consommation d'eau, alors ce sont des chiffres qui comparent les périodes 2019-2021. C'est quoi le levier pour faire baisser sa consommation d'eau quand on est une entreprise comme Butagaz? Alors, le levier, alors évidemment, c'est de faire attention à sa consommation, mais ça c'est un c'est des éco-gestes d'une manière générale dans l'entreprise. Il y a une part de pédagogie auprès des collaborateurs. Et c'est de la rigueur au quotidien. Et pas simplement les collaborateurs, mais aussi un certain nombre de nos process industriels. Les bouteilles de gaz sont lavées, etc. On utilise aussi l'eau comme un moyen de sécurité ou de mise en sécurité de nos sites. Donc, par définition, là, on peut pas s'en passer. Mais après, c'est de concevoir des circuits de recyclage de l'eau qu'on utilise, et c'est d'investir dans ce domaine-là et donc d'utiliser de l'eau recyclée plutôt que de faire appel à de l'eau courante. Et donc ça, c'est un investissement. Le retour sur investissement, il n'est pas direct, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais si on raisonne en termes purement financiers, effectivement, il est pas direct. En revanche, si on raisonne de manière un peu plus globale, par exemple, pour nos collaborateurs, on le voit avec les collaborateurs les plus récents dans l'entreprise. Notre politique en matière de RSE, notre politique en matière d'innovation sont des éléments importants pour lesquels ces collaborateurs nous rejoignent et restent avec nous. Donc l'équation, je dirais, n'est évidemment pas qu'une équation financière, mais dépasse largement ce système-là. Vous avez un plan de conversion de vos sites industriels. J'imagine que ces investissements pour recycler l'eau s'y intègrent. De quoi s'agit-il? C'est quoi ce plan? Eh bien, ce plan, il est vraiment d'analyser précisément, donc d'éviter de faire du dogmatisme ou de la solution clé en main. C'est site par site d'aller analyser nos dépenses énergétiques et nos dépenses en eau et d'avoir des réponses qui soient les plus adaptées possibles. Nous, notre parti pris, et on le voit, je parlais tout à l'heure de la réduction des scopes 1 et 2 de nos clients, et qui est un enjeu stratégique pour nous. Nos clients sont chacun particuliers dans leur réalité et donc ont besoin d'un accompagnement spécifique. Et nous, notre parti pris, c'est de faire en interne ce qu'on propose à nos clients, c'est-à-dire d'être adapté à chacune des circonstances. Alors pour le photovoltaïque, je voudrais qu'on en parle aussi. Vous nous avez dit, il y a eu c'est passé par de la croissance externe. Il y a le rachat de plusieurs entreprises. Est-ce qu'elles ont des spécificités? Est-ce qu'elles font les mêmes métiers les unes et les autres? Ça a été quoi la stratégie? La stratégie, ça a été de rassembler autour de notre projet d'entreprise des entreprises et des entrepreneurs qui avaient créé leur entreprise, qui partageaient une conviction. La conviction qu'on a partagée avec eux, c'est que le photovoltaïque
permet de faire de la transition énergétique et de la réduction de la facture d'électricité, du fait de l'autoconsommation. Ouais. Et c'est de déployer ces services-là auprès d'un certain nombre de clients, plutôt des clients B2B. Donc commerciaux, industriels, etc. Et de le faire dans des conditions de qualité et de sécurité qui correspondent à nos attentes et à nos valeurs d'entreprise. Donc il y a Solewa, il y a Soltea. Voilà, Solewa dans l'ouest de la France, Soltea dans le sud-ouest, et SysENR en région parisienne. Donc ce sont des entreprises qui, pardon de vous interrompre, à peu près le même métier, mais dans des régions différentes. Voilà, donc vous êtes en train de vous créer là aussi un maillage territorial d'une certaine façon. On crée un maillage parce que c'est un métier de proximité là aussi. C'est aller à la rencontre de clients qui ont leur établissement industriel, tertiaire, leurs immeubles, etc., localisés à un certain endroit et qui souhaitent s'adjoindre les services de spécialistes compétents qui soient proches d'eux et pas à l'autre bout de la France. Donc on est toujours dans cette valeur de proximité qui fait l'ADN du groupe. Merci beaucoup, merci Emmanuel Trivin et à bientôt sur Bismart. On passe tout de suite à notre débat. On parle de l'accès à l'eau potable dans le monde. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Maxime Thérilion, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur du développement de Mascara NT. Et puis avec nous en duplex, en visioconférence, Khaled Al-Medzayen, bonjour. Vous êtes le président d'Innova IA. On va commencer par présenter vos entreprises respectives. C'est quoi Mascara NT? Redites-le nous, puisqu'on a déjà reçu l'entreprise ici. Effectivement, donc Mascara NT, on est une entreprise française basée à Chartres qui est spécialisée dans les solutions de traitement d'eau alimentée par énergie renouvelable et particulièrement des solutions de dessalement solaire intitulées Osmosun qui sont déployées dans les zones qui font face à des problématiques de stress hydrique en particulier, dans les zones pour l'instant particulièrement arides et tropicales, et des besoins qui sont croissants dans un certain nombre de régions. On va y revenir. C'est pour ça que vous dites pour l'instant, parce qu'évidemment ces besoins sont en train de grandir un peu partout. En quelques mots, comment ça fonctionne? Comment fonctionnent vos unités de traitement de l'eau? Donc c'est des solutions qui fonctionnent sur la base de traitement membranaire, donc par osmose inverse, et alimentées par le solaire photovoltaïque. Donc le principe, c'est tout simplement l'association optimisée de deux solutions matures qui sont les plus utilisées respectivement pour le dessalement et pour la production d'énergie renouvelable, qui sont compétitives, mais qui étaient incompatibles pour une association directe, dans la mesure où l'une avait besoin d'une énergie constante et que l'autre, le solaire, par définition, lorsqu'il y a des nuages, il fluctue. Et cette association ne pouvait pas se faire. Donc l'objet du brevet qu'on a développé pour Osmosun et qu'on a déposé, c'est vraiment cette association optimisée pour fonctionner au fil du solaire. C'est-à-dire qu'on va commencer le matin, fluctuer au fil de la journée, s'arrêter le soir. Ça, c'est vraiment la base du brevet de la solution technologique Osmosun. Et progressivement, on s'est élargi vers une expertise sur l'alimentation de solutions de traitement, donc de dessalement membranaire, avec différentes sources d'énergie renouvelable. Le solaire, c'était la base, le plus simple, le plus compétitif, mais on constate que dans certains cas de figure, il y a un réseau qui peut être utilisé, il y a de l'énergie éolienne qui peut être utilisée. Donc on a une association, une hybridation. On surveille aussi de près comment fonctionnent les batteries, mais notre système fonctionne aujourd'hui, l'association directe, solaire photovoltaïque, osmose inverse, sans batterie, pour produire de l'eau à un prix compétitif. Khaled Al-Medzayen, je reviens vers vous. Présentez-nous Innova IA, c'est quoi votre innovation? Alors bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis Khaled Al-Medzayen, je suis président et cofondateur d'Innova IA. Innova IA, c'est une entreprise innovante de l'économie sociale et solidaire qui est spécialisée dans le traitement de l'eau. Depuis plus de 5 ans maintenant, nous développons des technologies de filtration et de traitement pour la potabilisation et la sécurisation des eaux pour la consommation humaine. Et notre spécialité, c'est sur les eaux douces, donc les eaux de surface, comme les eaux de rivière, les eaux de lac ou des eaux de nappe qui sont impropres à la consommation. Et puis nous travaillons également avec des industriels, tels que les industriels de la cosmétique, du textile, de l'agroalimentaire, pour traiter leurs eaux et les réutiliser dans différents usages. D'ailleurs, vous avez derrière moi une de nos unités de traitement qui est conteneurisée et qui potabilise actuellement les eaux du Rhône. Donc ça veut dire, pardon, je vous interromps, mais l'idée, puisque là c'est un conteneur derrière vous, donc c'est relativement facile, entre guillemets, à transporter. Vous allez un peu dans des zones isolées, c'est un peu ça la proposition? Alors,
Initialement, Innovaya, effectivement, on a développé cette entreprise il y a maintenant un peu plus de 5 ans pour pouvoir placer des unités de traitement un peu partout dans le monde, dans des sites isolés, difficiles d'accès ou de conflits. Nous travaillons avec des ONG telles que Solidarité Internationale ou Acted, ou avec des gouvernements pour justement potabiliser des eaux dans des zones où elles ne le sont pas forcément et qui sont difficilement accessibles. Je reviens vers vous, Maxime Térilion. Il y a eu un sommet mondial de l'eau il y a quelques jours avec des résultats, on va dire, plutôt mitigés. L'enjeu initial, c'était un accès à tous, à l'eau potable, à tous les humains, d'ici 2030. On n'y arrivera pas, c'est totalement illusoire, ça, aujourd'hui. C'est une vaste question, mais disons qu'aujourd'hui, s'il y a des humains, ils consomment de l'eau tous les jours, comme vous et moi. La question, ça va vraiment être la qualité de cette eau, la potabilisation de cette eau et la disponibilité, l'usage qu'en est fait. Les solutions existent, c'est ça le paradoxe, on le voit avec nos deux entreprises, les solutions existent, elles sont en plus là assez complémentaires lorsqu'on va intervenir sur du dessalement une fois qu'on aura déjà fait toutes les possibilités de traitement d'eau de surface et d'eau douce qui existent comme chez Innovaya qui le produit. Mais la question, c'est vraiment des problématiques de gouvernance, d'application de ces solutions. Dans un certain nombre de géographies où on travaille, c'est systématiquement la même problématique. Et c'est justement, nous, notre approche est de dire, apporter une solution technologique, mais dans son bon contexte, et à notre échelle, évidemment, de contribuer avec les bureaux d'études, les prescripteurs, qui peuvent être des financeurs internationaux, la Banque mondiale, l'UNICEF, donc vraiment des tierces parties qui vont financer les investissements pour les communautés, pour ces infrastructures de production d'eau. Et ensuite, accompagner sur l'opération et la maintenance sur le long terme, parce qu'il ne suffit pas de développer une infrastructure, il faut évidemment la maintenir dans le temps. Et aujourd'hui, le défi, c'est principalement celui-là. Il y a des fonds qui existent et qui sont déployés pour des infrastructures, mais c'est vraiment les maintenir dans le temps sur les contextes isolés, reculés où on travaille, où c'est le plus difficile. Alors, vous parliez de contextes isolés, reculés dans lequel vous travaillez. Vous avez lancé... alors, il y a Corée Odyssée. C'est quoi Corée Odyssée au sein de Mascarinité ? Donc, Corée Odyssée, c'est une initiative qu'on lance un petit peu en parallèle de notre activité pour justement appuyer cette problématique d'ingénierie sociale, de se rapprocher des communautés qu'on va aller adresser. Et donc, c'est finalement une initiative d'1 an qui va viser à rencontrer toutes les communautés des îles du Pacifique. Donc, les îles du Pacifique Sud, les îles au sens, de manière générale, sont un petit peu des mini-laboratoires de ce qu'on constate dans les pays comme la France, où on voit qu'il y a un plan eau qui est en élaboration. On voit qu'il y a une vraie prise de conscience de l'importance de l'eau. Mais sur les îles, ces problématiques, elles existent depuis assez longtemps, puisqu'en fait, il y a très peu de ressources souterraines, il y a peu de relief, donc en fait, on a peu de montagnes, de retenues d'eau, de rivières, de nappes phréatiques. Et donc, on va se retrouver avec un stress hydrique beaucoup plus prégnant, beaucoup plus rapidement. Et face à ces problématiques, on constate que c'est toujours un mix de solutions d'approvisionnement d'eau. Donc, on va aller chercher les nappes souterraines, on va aller chercher les eaux de surface, les traiter avec des solutions comme Innovaya, par exemple. Et ensuite, si on a des problématiques de sécheresse qui sont prolongées avec des phénomènes comme El Niño et la Niña, donc des phénomènes très secs qui s'alternent avec des phénomènes beaucoup plus pluvieux pendant quelques années, il n'y a plus d'eau. Et on constate sur ces communautés qu'il y a en fait, ils sont obligés d'approvisionner des bouteilles ou des bidons depuis d'autres îles pour alimenter en eau lorsque justement toutes les ressources, disons, conventionnelles ont été exploitées. Et d'où donc le besoin d'aller développer finalement des solutions non conventionnelles. De dessalement d'eau de mer, finalement. Exactement. Donc de dire les îles sont entourées d'eau de mer. S'il n'y a plus de solutions pour approvisionner en eau, on va aller chercher de l'eau de mer. Votre solution, votre solution, en fait, elle est adaptée à ce type de site, d'îles et de lieux isolés. Elle est moins énergivore aussi que les solutions entre guillemets classiques qui existaient auparavant, c'est ça ? Alors, effectivement, donc, le dessalement, ça existait avant Mascara. Et l'ambition, l'objectif, c'était de rendre accessible le dessalement pour le plus grand nombre, avec contribuer exactement aux enjeux que vous citiez sur la Journée mondiale de l'eau. Le dessalement, malheureusement, était et est encore relativement énergivore. Il l'est de moins en moins. On a optimisé un certain nombre de paramètres de fonctionnement pour tirer les consommations vers le bas. Mais malgré tout, ça consomme plus d'énergie qu'aller traiter une eau de rivière, par exemple. Et donc, c'est là où l'usage d'une énergie renouvelable fait sens, puisqu'on va justement apporter une énergie compétitive pour produire de l'eau aujourd'hui, sans aggraver les problématiques de demain, d'utiliser, de consommer des énergies fossiles pour y parvenir. Je voudrais qu'on revienne un peu là en France,
avec vous, Khaled Al-Medzayen, sur la problématique de la réutilisation des eaux usées. Parce que notre pays, on l'a déjà dit dans cette émission, et il faut le répéter plusieurs fois, il est quand même très en retard. 1% de réutilisation en France, c'est 3% en moyenne européenne, mais c'est surtout beaucoup moins que des voisins du sud de l'Europe. Je cite souvent l'Espagne, l'Italie, ou si on va beaucoup plus loin, Israël. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut changer la législation, tout simplement ? Alors, il faut effectivement assouplir la législation, parce que les solutions existent, comme l'a dit mon comparse de chez Mascara. Aujourd'hui, on a des expériences de pays comme Israël, comme Singapour, mais également comme les États-Unis, qui ont démontré, qui montrent que c'est une solution viable. Bien évidemment, à pas sortir à toutes les sauces, parce que parfois c'est pas utile. Donc bien évidemment, il faut faire du cas par cas, mais ça fait partie d'un arsenal de traitement qu'il faut pouvoir avoir. Et en France aujourd'hui, on est très très limité sur qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'eau usée traitée. Aujourd'hui, ça se limite à un peu d'irrigation, un peu d'arrosage d'espaces verts, et encore, ça demande énormément de dossiers, de surveillance, des choses qui aujourd'hui sont très lourdes à porter et la plupart des entreprises ne veulent pas, ou des entreprises ou des collectivités ne veulent pas rentrer dans ce genre de projet par rapport à la lourdeur législative. Et en plus de ça, on a un cadre qui est vraiment très restreint, c'est-à-dire que là où en Israël on prend des eaux usées et on en fait des eaux potables, ce qui est techniquement tout à fait possible, ici en France c'est absolument pas envisageable à l'heure actuelle. Pareil pour les eaux de pluie. Les eaux de pluie, aujourd'hui, on sait également les potabiliser. Malheureusement, on ne peut pas en faire quelque chose pour un usage, on va dire, pour la consommation humaine. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser, les eaux de pluie, on va les utiliser pour du lave-linge, pour la chasse, mais c'est relativement limité. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut assouplir. Et nous, on attend avec impatience les annonces du gouvernement et du plan eau du gouvernement pour que justement cet arsenal de traitement puisse être aussi autorisé plus facilement en France. Et puis, ne pas oublier qu'en fait, c'est très important de combiner les solutions. Et puis, bien évidemment, ne pas oublier qu'il n'y a rien de mieux que ne pas prélever. Donc ne pas prélever et ne pas rejeter, ça veut dire qu'il faut aussi changer des méthodes et aller aussi vers de la sobriété. La technologie ne suffira pas à régler tous nos problèmes. Un dernier mot, Khaled Al-Medzayen, sur le choix. Vous nous l'avez dit, vous êtes une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Alors, on a fait ce choix assez fort parce qu'on ne voulait pas être une ONG, on voulait être une entreprise, on voulait professionnaliser notre positionnement vis-à-vis de notre métier. Ce qui est très important pour nous et pourquoi on a choisi d'être entreprise solidaire d'utilité sociale, c'est l'agrément. C'est parce que dans nos statuts, l'impact est primordial. Et aujourd'hui, je pense qu'une société qui ne met pas en avant des objectifs d'impact et de savoir d'avoir des objectifs qui les dépassent, on va dire, extra-financiers, vont être des entreprises qui vont disparaître. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe tout de suite à notre rubrique Smart Ideas, on parle de bénévolat. Smart Ideas avec jeveuxaider.gouv. Bonjour Joe Ashkar, bienvenue. Merci de m'accueillir. Vous êtes le responsable des opérations de jeveuxaider.gouv. C'est quoi ? jeveuxaider.gouv.fr, c'est la plateforme publique du bénévolat, l'incarnation numérique de la réserve civique. Elle permet à chacune de s'engager sur une cause qui lui tient à cœur, partout en France, et une mission de bénévolat qui est proposée par des structures associatives. On va faire le bilan puisque vous venez de fêter vos 3 ans, mais il faut peut-être rappeler ce qu'est la réserve civique. Ça a été créé quand, dans quelles conditions ? La réserve civique, c'est une loi. En fait, c'est un dispositif, un service public qui a été créé en 2017 par la loi Égalité-Citoyenneté, et en fait qui prend ses racines dans le rapport Pour que vive la fraternité, publié et rédigé par Jean-Marc Sauvé et Claude Onesta à la suite des attentats de 2015, dans lequel il proposait la création d'un dispositif public
qui permettait à chacun de contribuer à la solidarité et à la fraternité en France. Et alors donc cette plateforme jeveuxaider.gouv.fr, créée il y a 3 ans tout juste, quel bilan vous pouvez faire après 3 années? La plateforme a été lancée pendant le Covid en mars 2020 et nous avons soufflé la 3e bougie la semaine dernière. Alors quel est le bilan? C'est devenu un outil de résilience face à des crises. On va vivre de plus en plus de crises ces prochaines années. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec l'accueil des déplacés, des réfugiés ukrainiens et on va le voir sans doute avec les évolutions et les changements climatiques. Si on doit faire un bilan, c'est aujourd'hui 460 000 bénévoles inscrits, plus de 11 000 organisations partenaires dans 8 500 associations. Et si on retient un chiffre clé, c'est le suivant, c'est 500 bénévoles s'engagent chaque jour pour une mission de bénévolat. Mais alors, des missions, c'est très varié. C'est quoi les missions qui sont proposées en fait? On retrouve plusieurs formes de missions. Ça peut partir en fait d'une mission ponctuelle, où vous allez faire par exemple une collecte alimentaire ou une distribution de kits d'hygiène, à des missions plus récurrentes, comme le mentorat ou le tutorat d'un jeune en orientation, en tout cas pour l'accompagner de son orientation professionnelle, ou in fine, sinon des missions qui sont encore plus engageantes, c'est participer à la vie de l'association en tant que membre du bureau ou secrétaire général ou trésorier. Comment vous les choisissez, entre guillemets, ces associations? Vous faites, comment vous validez leur objet? Parce que bon, c'est à la fois un élan de solidarité et un maillage territorial qui est impressionnant. La France est un pays de bénévoles et d'engagés, mais il faut savoir où on met les pieds en quelque sorte. Tout à fait. Les organisations qui s'inscrivent doivent respecter la charte de la réserve civique. Elles ont un but, elles défendent un intérêt général. Elles n'ont pas de vocation cultuelle ou politique. Et toutes les organisations qui s'inscrivent et les missions qui sont publiées sont modérées. On a donc des référents territoriaux qui s'assurent que les organisations qui s'inscrivent sont conformes à la charte et qu'elles ne proposent pas, par exemple, de missions à caractère culturel, politique ou discriminatoire. Alors, vous lancez en ce mois d'avril l'opération Printemps pour la planète. C'est quoi l'objectif? Alors, Printemps pour la planète répond à plusieurs objectifs. Dans un premier temps, c'est l'éveil écologique. C'est comment faire en sorte que nos concitoyens, concitoyennes prennent conscience de l'impact de leurs actes dans la société et notamment sur l'écologie. Le deuxième objectif, c'est d'inciter à l'engagement sur ces thématiques-là avec des missions de bénévolat. C'est une opération qui est réalisée en partenariat avec la Fondation J'agis pour la nature. La plateforme J'agis pour la nature de la Fondation Nature pour l'homme. Et partout en France, nous allons proposer des missions de bénévolat. Ça peut être par exemple des missions de sensibilisation en milieu scolaire, des missions d'éducation en fait à l'écologie, afin de protéger la seule planète que nous avons, la planète Terre. Une opération comme celle-là, elle se prépare combien de temps à l'avance? Est-ce que vous identifiez finalement auprès de bénévoles existants des demandes ou alors auprès d'associations des demandes spécifiques? Comment ça se passe? Alors, on organise à l'année environ 6 opérations. Donc, Printemps pour la planète, c'est la première. Généralement, il nous faut 2 mois de préparation. La première phase, c'est de compréhension des besoins. C'est où sont les besoins des structures qui publient des missions et quelle est la nature de ces besoins. La deuxième phase, c'est de tester l'appétence des bénévoles. C'est est-ce que cette cause pour laquelle on souhaite faire une opération a réellement un écho auprès des bénévoles. Une fois qu'on a pu confirmer en fait un besoin de la part des structures et une envie des bénévoles de s'engager, on identifie des partenaires avec qui on va structurer et déployer l'opération. Ça peut être des partenaires médiatiques, ça peut être des partenaires associatifs, ça peut être des partenaires, on va dire, plutôt de la collectivité territoriale, puisque l'engagement se fait sur le terrain. Une fois cette identification faite, on commence, on va dire, à préparer, on va dire, opérationnellement l'opération par la sélection des missions, garantir une représentativité sur les territoires pour permettre à chacun de s'engager. Et après, s'ensuit une phase de communication. L'opération Printemps pour la planète se déroule du 3 au 23 avril. Et ben voilà, on a fait passer tous les messages. Merci beaucoup, Joachkar. Printemps pour la planète, vous pouvez y participer grâce à la plateforme jeveuxaider.gouv.fr. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.